chez Tatou Senti. Le parfum, vous aimez? Eh bien, chez Tatou Senti, le premier podcast parfum et olfactif, on ne parle que de ça. Et oui, on sent tout. On sent les matières premières, les parfums avec les parfumeurs créateurs, sans oublier les créateurs de marques de parfums. En un mot, on y parle parfum et tout ce qui s'y rattache. Je suis Bettina Ekroyd, votre hôte et experte parfum. Et je vous donne rendez-vous tous les mardis sur Tatou Senti pour un moment convivial avec un invité pour parler de ses passions, de son parcours, de son métier et bien sûr, parfum, odeur et souvenirs olfactifs. Poursuivons notre conversation avec Valérie Passmagnan et rentrons maintenant, sans plus attendre, dans les coulisses de l'aventure du Petit Sniff. Partons plutôt sur l'aventure du Petit Sniff. Alors raconte-nous maintenant, quelle est la genèse du Petit Sniff? Alors, la genèse du Petit Sniff, oui, elle est assez rigolote. C'est rigolote. C'est pas né comme ça. Oui, non, ça on s'en doute. Il y a quelque temps, il y a pas mal d'années, j'ai rencontré un ingénieur, inventeur de la technologie dont on s'est inspiré, qu'on a utilisé pour le Petit Sniff, et qui faisait des trucs hallucinants, des diffusions olfactives dans des cinémas, qui avait, en fait, il avait commencé par faire une sorte de carrousel à parfum qui tournait en diffusant les odeurs. Oui. On a utilisé sa technologie justement pour les films Mhm. faits avec les ingrédients, les transformations d'images animées, etc. Et on avait fait une sorte d'opéra en 3 actes avec les entrées en scène. On avait imaginé d'un poivre rose et puis d'un ylang, et puis d'une vanille à la fin. Et on avait mis ce film en odeur avec ce monsieur, Michel Pozzo, Oui. de la société Olfacom, Oui. qui est inventeur de cette technologie. Et donc, il nous avait fait une télé où les cartouches de parfum étaient encodées sur les séquences du film. Et cette télé qui devait faire 70 cm par 40, qui pesait au moins une tonne, enfin je ne sais pas combien, avec un tout petit écran et 6 grosses sorties d'aération. On le posait devant une table et puis on disait, voyez, regardez, on peut sentir les matières et elles partent et elles viennent instantanément avec le film et il n'y a pas de rémanence dans l'atmosphère. Tout le monde a trouvé ça génial. Mais personne ne savait trop quoi en faire. Oui. Là, on est dans les années quoi? 2000. D'accord. 2000. Et du coup, on s'est dit, mais tout le monde trouve ça génial, il faut en faire quelque chose. On a utilisé donc dans des films, avec le Comité français du parfum, qu'on a installé dans des expositions. Et j'ai trouvé ça tellement incroyable en spontanéité. C'est-à-dire qu'on se souciait plus de savoir d'où venait le parfum. Il arrivait et il repartait comme par magie. Et puis, un jour, j'ai dit à Michel... Je dis, mais vous vous rendez compte, ça serait génial qu'on ait ça pour soi, quoi, à transporter. Oui. Il me dit, oui. Et puis, et comme c'est un vrai... il pétille. Un monsieur tournesol. Un monsieur tournesol, un géo trouve tout. Un jour, il me dit, ah, Valérie, j'ai trouvé là, votre truc là, que vous voulez faire petit. Eh ben, je sais comment on pourrait faire ça. Et puis, il m'a fait une sorte de petite barrette. Il m'a dit, voilà, on pourrait mettre un petit ventilateur là, ceci, là, et un cartouche et tout. J'ai dit, mais c'est génial. Et donc, du coup, Helmut s'est joint à nous. Et on travaille ensemble pour des scénographies et pas mal de produits design aussi. Et il a fait un design. Et après 2 ans, quand même, d'expérimentation et de brevets, de crowdfunding. Voilà. Le Petit Sniff est né. Le Petit Sniff est né, sans jeu de mots. Et voilà. Bon, et alors, comment est-ce qu'il marche concrètement? Alors, ça fonctionne avec une batterie rechargeable. Oui. Donc, il est autonome, il est une carte électronique. Et on a un petit ventilateur qui souffle quand on appuie sur un bouton, à travers une cartouche qui contient elle-même des billes imprégnées du concentré original d'un parfum ou de l'huile essentielle pure. Voilà. La technologie
elle existe, puisque bon, déjà Michel l'a inventée et Oui. plein d'autres sociétés l'utilisent. Mhm. Mais la nouveauté, c'est vraiment l'usage et la miniaturisation et le geste. En fait. Donc, il s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels. Absolument. On l'a lancé avec une campagne de crowdfunding pour justement voir un petit peu, tester Oui. quelle était la pertinence. Et puis, on a vu qu'auprès du grand public, particulièrement des très jeunes, Oui. ça leur plaît, quoi, parce que c'est Et alors, assez justement, immédiat. quelles ont été les réactions et quelle était la tranche d'âge quand tu dis les plus jeunes? Ah ben, les plus jeunes, ça va être de 6 à 25 ans, je dirais. Oui. Et ils le prennent sur la table et ils appuient tout de suite sur le bouton. Ils sentent et disent « Oh, un doudou olfactif !» D'accord, ok. Spontanéité. Spontanéité totale. Ben, pour Mhm. eux, c'est vraiment naturel de prendre un objet et d'appuyer sur un bouton, si Tout tu à vois fait. ce que je veux dire. Oui, absolument. Et les personnes plus mûres, ou les personnes de mon âge, ils prennent l'objet, Ils disent, regardent dans tous les regardent dans les sens. sens, et puis ils froncent les sourcils, enfin pas tous, hein, et ils me regardent et me disent « Mais à quoi ça sert ?» Ils ont juste pas vu le bouton et qu'il fallait appuyer dessus. Mais une fois qu'ils sentent, ils disent « Ah, mais c'est génial! Ah, mais ça, pour ma mère qui perd la mémoire, c'est Oui. bien, ça lui rappellera Hein? ses souvenirs, la lavande, ou quand je suis en voiture ou dans l'avion et qu'il y a quelqu'un qui sent mauvais à côté de moi dans le métro. Voilà. Oui, Et ben, après, je me il y fais a, un petit shoot de bien-être. olfactif. Exactement. J'ai vu sur le site qu'il y avait des coffrets. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment ils sont répertoriés? Quelles sont les histoires que chacun raconte? Alors, les histoires, en fait, pour construire les histoires, on a voulu faire quelque chose de simple, parce que vendre de l'olfactif, du parfum sur un site internet, c'est Oui. déjà compliqué. Et puis, déjà, l'objet, on ne sait pas trop comment ça s'utilise, à quoi ça sert. Donc, on s'est dit, on ne va pas compliquer encore les choses sur des concepts trop... Poussé, ça poussé. sera par la suite. En fait, on a fait une sorte de radio-trottoir. Je suis allée avec une copine dans un jardin public avec les petits sniffs en main. Et on s'est assis auprès des gens. On a dit, ben voilà, on va vous présenter un objet qu'on voudrait sortir. Oui. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Et ça a été assez amusant sur les odeurs qu'ils préféraient. Certains préféraient des odeurs très naturelles, très obsessionnelles de la naturalité. Comme quoi, par exemple, qui ressortait le plus? L'herbe coupée. Alors, c'est confus dans l'esprit Oui. de certaines gens. personnes, parce que l'herbe coupée, c'est pas une matière naturelle qu'on extrait. Mais dans la première question qu'ils posaient, ils disaient, c'est naturel ou c'est chimique? Oui. Et là, déjà, on se dit, bon, il va falloir faire attention, effectivement. Mais le romarin, par exemple, la lavande, donc là, on a vraiment des huiles essentielles pures et bio dedans. Et là, ça leur plaît. Les plus jeunes, ils vont aimer l'odeur du monoeil, des fruits rouges, ça leur rappelle les vacances. Et ils disent, moi j'appellerais ça keep calm and sniff tout de suite. Et ils voient quelque chose, un nouvel objet, leur doudou. Et les personnes plus mûres ou plus âgées, ils aiment les odeurs naturelles. Donc on s'est dit, on va faire un mix. On va faire des catégories. On a fait l'évasion, Oui. avec des senteurs d'ailleurs, Oui. l'encens, le monoeil, les vacances, le voyage. On va faire le bol d'air avec les odeurs naturelles, romarin, rose, lavande. Donc là, on est dans la nature. Et puis, on va faire l'heure du goûter, parce que les fruits rouges, le caramel, la fleur d'oranger, des choses gourmandes, puisque les gens disaient « Ah, mais c'est bien, avec ça, on peut assouvir nos envies de gourmandise quand on n'a pas un petit gâteau sous la main. » Donc, voilà. Avec qui tu as mis au point les odeurs? Est-ce que sont des petites créations? C'est l'huile essentielle Alors, pure? il y a les deux. Il y a Oui. les deux. Au début, nos budgets ne nous permettaient pas du tout de faire appel à un parfumeur sur mesure. Donc, je suis allée voir une personne que je connaissais, qui s'appelle Mélanie Leroux. C'est Mademoiselle tout à fait. Parfumette. Oui, absolument. Et comme on se connaît bien, je lui dis « Mélanie, je pourrais venir chez toi sentir un peu des choses, des accords tout faits, hein, déjà Oui. tout prêt, surtout. »
et voir si on pourrait utiliser tes concentrés. Enfin, tu pourrais nous vendre tes concentrés ou tes accords pour lancer le petit sniff. Et puis elle a dit oui tout de suite. Et donc je suis allée la voir dans son labo. Et puis là, j'ai eu des coups de cœur. J'ai eu des coups de cœur comme son monoeil, son encens. Il y a aussi ces fruits rouges qui sont délicieux. La menthe citron, c'est le mojito olfactif. Et le Cuba Libre, enfin plein de senteurs assez amusantes et surtout très qualitatives, parce qu'elle a une rose, en fait, qu'on a utilisée, une rose de jardin, et qui enchante beaucoup de gens. Et donc, on a commencé comme ça. Et puis, par ailleurs, on s'est rapproché d'un laboratoire d'huile essentielle dans le sud de la France, pour pouvoir se fournir en lavande, romarin, etc. Mais oui, parce que la fabrication, après, ça se passe... ces petites capsules, elles sont fabriquées où? Alors, les billes sont faites par Michel Pozzo Olfacom, qui est l'expert en la matière, c'est le cas de le dire. Après, la plasturgie, l'injection du contenant, elle est faite à Angers. Et puis l'assemblage, pour l'instant, il est fait dans nos bureaux. D'accord. Alors, on s'équipe. On a des gens qui viennent étoffer l'équipe. On a déjà prévu l'étape d'après pour les grosses quantités, puisqu'on a un atelier à côté de notre industriel qui va pouvoir prendre les choses en main à plus grande échelle. Mais voilà. Alors, j'ai vu que le petit sniff, il défend des valeurs. Donc, raconte-nous ses engagements, et qu'aussi, en fait, comme on vient de t'écouter, il est made in France, ce petit sniff. Oui, alors ça, c'est notre premier engagement du Made in France, qui était aussi, pour être très franche, une commodité. Parce que voilà, on voulait pour une première production pouvoir contrôler rapidement. Et puis, on aimait bien l'idée d'avoir notre petit sniff fabriqué à Angers. Le packaging, il est fait à Marseille, mais bon, ça reste en France. Oui. Et puis, on a un certificat qui atteste de la non-rémanence, qui est fourni par Olfacom, justement. Et notre engagement, c'est aussi de dire que on préserve la santé, parce qu'il n'y a pas d'alcool. Tout à fait. Il n'y a pas du tout d'alcool ajouté, et il n'y a aucune persistance dans l'atmosphère. Donc, on évite la pollution olfactive, et puis on préserve la propreté dans les rayons. Par exemple, on n'a pas de vaporisation sur les packaging, de languettes de papier qui traînent un peu partout. Et puis, quand on est dans un lieu public et qu'on sent son petit sniff, on ne dérange personne, puisque le voisin ne le sent pas du tout. Tout à fait. D'accord. Et alors, où est-ce qu'on le trouve, ce petit sniff? En dehors du site? On le trouve aussi sur le site de Haut Parfum, puisque la revue Nez a été un de nos premiers partenaires, et nous a vraiment aidés. Partenaire, tu veux dire? Pour la campagne de crowdfunding, il a offert des magazines, des livres pour les contreparties. Oui. Et il nous a vraiment médiatisés. Et on les accompagne, ils nous prennent dans leurs manifestations professionnelles régulièrement. Et puis, surtout au démarrage. Donc ça a été vraiment des partenaires incroyables, et ils l'ont sur leur site. Nous sommes aussi dans un atelier boutique à Saint-Germain-en-Laye, qui est un endroit assez curieux, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle le Parfum en herbe, qui est une sorte de caverne d'Ali Baba, mais avec des choix très pointus et très pertinents en matière d'innovation, justement, mais poétiques, avec des beaux produits, et qui a une activité que j'adore, qui est des ateliers de création parfum pour les enfants, et les adultes aussi, mais surtout pour les enfants, qui décorent leurs flacons, qui composent leurs parfums. Et ça a été créé par une personne qui est parfumeur au départ, et qui a décidé de mettre son savoir, justement, au service des enfants, et
Et elle a plein de plantes, c'est mélangé. Enfin, c'est très poétique. Donc D'accord. voilà, on n'a pas une grande distribution. Parce qu'on Et est... dans Paris, il y a un autre point de vente Alors on avait le Grand Musée du Parfum. Oui, alors ça, c'est... Et voilà, il faut que je me remette en marche Oui. ou en croisade, on va dire, en chemin, on va dire, pour pouvoir avoir d'autres points de vente vitrines. C'est vrai que c'est un peu compliqué quelquefois d'être sur tous les fronts à la fois. Absolument. Puis quand on est au début, on demande des quantités et voilà. Je pense que à ce niveau-là, c'est peut-être pas forcément le plus évident. Oui. Je crois savoir que ce petit sniff a voyagé pour Diptyque au cœur de 10 capitales. Donc, peux-tu nous raconter comment s'est passée cette aventure? Alors, c'était assez surprenant puisque, en fait, on venait juste de lancer le petit sniff au salon Made in France. Et vraiment, à peine 3 mois après, on a été sollicité par Diptyque pour les accompagner dans leur tournée anniversaire des 50 ans dans des pop-up stores. Mhm. On a fait un premier essai à New York où on a imprimé des petits sniffs personnalisés avec les magnifiques ingrédients. Et en fait, Diptyque voulait présenter ses parfums à travers les ingrédients majeurs, pas tous, qui les composent, pour créer une sorte de bar, comme un piano olfactif, où chacun pouvait rentrer, saisir un petit sniff et sentir au gré de ses envies, et entrer dans leur univers des parfums par leurs ingrédients principaux. On sentait par exemple une framboise qui allait composer tel parfum, et du coup, le visiteur était attiré en disant mais tiens, cette framboise, qu'est-ce que ça peut donner dans un parfum composé? Et c'était là toute la démarche d'approche qui était assez créative. Ils ont présenté combien de parfums et combien d'ingrédients? Alors, il y avait 15 parfums Mhm. qui étaient représentés par 34 ingrédients, c'est-à-dire 2 ou 3, voire 4, qui les représentaient. Et puis, donc, cette tournée est partie après un petit peu en Europe, en Asie, en Moyen-Orient, pour revenir après à Los Angeles en couvrant comme ça 10 capitales. Et c'était intéressant. On ne les a pas accompagnés partout, bien Oui. sûr, mais d'avoir un petit peu les échos des comportements entre Séoul, Los Angeles, Berlin, voilà. Et les gens étaient surpris, ils étaient ravis de découvrir un ingrédient. Quelles étaient les réactions que tu as pu entendre? Alors oui, déjà, ça les a amusés. Mhm. C'était une animation vraiment euh, qui était vivante, interactive. Et ils ont découvert justement les ingrédients. Il y avait même dans un des pop-up stores une petite cabine, comme une cabine téléphonique, où le parfumeur expliquait dans une vidéo Oui. l'entrée en scène des matières premières. Et sur une petite tablette, il y avait 4 petits sniffs avec ces fameuses 4 matières premières numérotées, Oui. un petit peu non nommées en fait. Mhm. Et il disait donc À l'aveugle. prenez à l'aveugle. Il avait un petit sniff lui dans la vidéo en main. Il disait prenez le petit sniff numéro 1. Donc là, c'est une entrée très fraîche, aromatique, etc. Et il dévoilait l'ingrédient et il expliquait un petit peu pourquoi il l'avait mis et ce que ça apportait dans le parfum. Donc ça, les visiteurs ont beaucoup aimé. Et ça a été dans quelle capitale? À New York. D'accord. Je ne sais pas si ça a été remis dans d'autres. Je n'ai pas suivi toutes les installations. Oui. Mais à chaque fois, c'est vrai que c'était des installations, comme Diptyque sait le faire, très créatives, tout à très fait. personnelles. Voilà. Et il y a eu de la presse où les personnes disaient, en anglais, ils disaient The Sensational Bar. Oui. Et ils disaient enfin une marque qui sait faire, qui sait rendre le shopping parfum moins ennuyant et moins entêtant. Surtout, on ne ressort pas avec des languettes de parfum plein les poches. Bon, ça ne remplaçait pas le testing du parfum en soi, puisque le parfum final, c'était des parfums à porter, était présenté avec un testeur et qu'on pouvait sprayer soit sur une touche à parfum, soit sur la peau directement.
C'était plus une décortication, enfin, Ouais, une découverte différente du parfum, non? Et je trouve que effectivement c'est intéressant cette vidéo qui était donc tournée avec le parfumeur qui est Olivier Pêcheux, Oui, qui travaille c'est ça. chez Givaudan et qui est presque leur parfumeur attitré. Et je crois que tu m'as dit quand on a préparé le podcast que à Berlin c'était donc à chaque fois, comme tu l'as dit, un pop-up store, mais que celui-là, il est devenu une boutique permanente. Oui. Enfin, je pense, c'est ce Oui. qu'il était question. Après, moi, je ne suis pas toute l'actualité de Diptyque. Donc c'est à vérifier. C'est à vérifier, mais il en était question. Je l'ai appris par la maison Diptyque et aussi par le manager de la boutique, puisque j'ai eu la chance d'aller à Berlin, et qui nous disait, en fait, cette boutique le pop-up était dans Mitte, et Diptyque a une boutique officielle du côté ex-ouest. En fait, ça ne veut plus dire grand-chose maintenant, mais plutôt du côté de Kudamm. Et ils n'avaient pas de boutique sur le côté est, qui est beaucoup plus à la mode, développée, etc. Et ils avaient l'intention, en tout cas fermement, de la laisser. C'est une belle boutique avec un bel espace, comme il y en a beaucoup à Berlin. Et voilà, en plus, elle a très bien fonctionné. Il y a d'autres projets. Quels sont les projets à venir? Est-ce qu'il y a des choses dont on peut parler? Est-ce qu'il y a une actualité à venir? Il y a des choses dont je ne peux pas parler, Oui. mais toujours en professionnel. Et puis, au niveau du grand public, ma vision, enfin mon envie, est de développer au niveau de l'olfaction pour les écoles, pour les enfants, avec le goût. Oui, en parallèle avec le goût, l'énologie. Voilà, on a fait un jeu de piste dans un domaine viticole avec des petits sniffs qu'on découvrait après avoir craqué le code secret d'une mallette, et en fonction de l'odeur de framboise, pamplemousse. Et ça se passait où? Au domaine de Périssol. Oui. Et ça avait été organisé par une association qui s'appelle Tous en chasse, qui fait des jeux de piste justement en animation événementielle. Et donc en reconnaissant la framboise, on allait sur tel secteur du domaine pour voir telle étape de la vinification. Et moi, je crois beaucoup à ça. Je trouve ça très amusant. On en a installé aussi au musée du Cerf, avec des odeurs de sous-bois, de bêtes sauvages, avec un quiz et des numéros où on devait reconnaître l'odeur et mettre l'image un peu comme quand on vous dit on n'est pas un robot, mais sauf que là c'est plus amusant, c'est avec les odeurs. Voilà, moi je crois beaucoup aussi à ça, et j'aimerais beaucoup le développer en plus de tout le reste. Et en paramédical, il y a des thérapeutes comme des orthophonistes qui l'utilisent avec les enfants. Pour les détendre. Alors, il y a l'odeur qui les attire, bien sûr, mais dès qu'ils prennent le petit sniff en main et qu'ils appuient sur le bouton, elles me disent, ils respirent immédiatement de la bonne façon, c'est-à-dire la respiration abdominale, et ils se détendent. Et donc, voilà. Ça devient instinctif. Elles travaillent beaucoup avec ça, ça les aide effectivement à se détendre, et puis à travailler sur l'alimentaire, l'oralité par rapport aux enfants qui ont des difficultés pour manger. L'odeur est un vecteur, un médiateur un peu moins intrusif pour réconcilier avec l'alimentation. Tout à fait. Et puis ça provoque aussi des réactions spontanées. Donc Mais oui, après, il y a tout le fonctionnement neurobiologique. Ça, c'est tout un univers, mais c'est pour ça, oui. Et qui est passionnant. Oui, c'est passionnant. Le CEW, tu en fais partie depuis une vingtaine d'années. Et je crois savoir que ça a été un des partenaires de la première heure du petit sniff. Est-ce que tu peux tout d'abord nous dire qu'est-ce que fait le CEW? Qu'est-ce que c'est? Et ensuite, comment ils t'ont aidé dans cette aventure du petit sniff? Oui, alors le CEW, pour moi, c'est vraiment une histoire de cœur depuis une bonne vingtaine d'années, même avant. J'ai été marrainée, on va dire, par Vera Struby à l'époque, quand j'ai voulu voler de mes propres ailes après Mugler, qui m'a introduite pour proposer ma candidature. Et évidemment, introduite par une personne comme elle, eh bien, ça a tout de suite sollicité pas mal d'activités aussi en freelance. Donc ça, c'est vraiment un premier point extrêmement positif.
Et j'ai rencontré des personnes assez exceptionnelles. Quand j'ai voulu lancer le petit sniff, je me suis tout naturellement tournée vers le CEW pour relayer médiatiquement notre campagne sur Ulule. Et là, vraiment, j'ai eu un oui massif et on a même fait un partenariat et j'ai reversé 1 € symbolique à chaque prévente pour le CEW. Ça m'a permis aussi de les mettre en communication sur notre site et sur notre campagne. Donc, c'est une association qui a été créée dans les années 50 aux États-Unis et qui a maintenant en France plus de 16 ans d'existence, je crois, même un peu plus de 30 ans, je ne sais plus. Oui, 30 ans. Oui, 30 ans. Et qui a d'ailleurs été amené par Michel Meyer, qui à l'époque était chez Quest International. Ça a Exactement. été sa bataille. Une personne incroyable qui prend part encore aujourd'hui aux grandes manifestations. Et c'est vrai qu'il y a des manifestations de plus en plus pertinentes, de très haut niveau. C'est ouvert aux hommes depuis 2010. Ils ne représentent pas la majorité, mais de plus en plus. J'ai eu la chance aussi de participer au fameux Achiever Awards qui existe depuis quelques années et qui récompense les entreprises ou les entrepreneurs selon différentes catégories, que ce soit solidaire ou innovation, etc. Donc le petit sniff a eu un prix Achievement Awards. Oui, en 2017, 2016, le temps passe très vite, on a eu le prix de jeune entreprise innovante. Et ça nous a permis aussi de valoriser, de communiquer dessus et d'avoir ce formidable partenariat. Quelle est la mission du CEW ? Alors, la mission du CEW, c'est déjà une association de personnes qui ont des postes à responsabilité dans la beauté et le parfum, mais c'est aussi une vocation avec les centres de beauté et les ateliers olfactifs à apporter du bien-être et même plus, je dirais, aux personnes qui sont hospitalisées ou en traitement maladie. Il y a les centres de beauté délivrent et financent des soins esthétiques pour les personnes hospitalisées et les ateliers olfactifs, dont j'ai la chance de faire partie, comptent 14 bénévoles et on intervient dans 9 hôpitaux en partenariat avec IFF qui nous fournit toutes les senteurs. Et le thème, c'est un petit peu sentir pour se souvenir. C'est passer des moments de partage autour des odeurs pour réactiver sa mémoire profonde, favoriser la communication, évoquer des souvenirs, ne serait-ce que aussi pour vivre une parenthèse au milieu de ces périodes de maladie qui sont quelquefois pour certains patients très difficiles et de pouvoir échanger. Ce sont des ateliers qui durent combien de temps et que vous faites à quel rythme ? Alors, ça peut aller de 2 fois par mois ou 1 fois par mois. L'atelier dure 1 heure. Souvent, on déborde parce qu'il y a des questions, des choses comme ça. Donc, il n'y a pas de... Bon, c'est selon nos emplois du temps parce qu'on est toutes dans des activités assez intenses. Et on sent à peu près une dizaine de parfums. Combien d'hôpitaux aujourd'hui offrent les soins CEW, que ce soit au niveau de la beauté qu'au niveau des ateliers olfactifs ? Au niveau des ateliers olfactifs, à ma connaissance, il y a 9 hôpitaux. Au niveau des soins, ils sont présents dans 28 services. Et je crois qu'aujourd'hui, ce n'est plus uniquement Paris. La France, des villes en France bénéficient aussi de ça. Oui, tout à fait. Il y a Marseille, essentiellement dans la région parisienne, c'est sûr, dont Gustave Roussy, un des premiers. Oui. Mais il y a aussi Saint-Louis, et là récemment, l'Institut Raphaël, qui est une maison post-cancer. Oui. Et aussi, oui, en province. Et ça, ce sont vraiment des membres du CEW qui ont monté ces structures, ce qui n'était pas simple au début, puisque le corps médical regardait d'un regard amusé ces activités de bonnes femmes, entre guillemets. Voilà. Et puis, ils ont convenu que ça aidait vraiment les patientes à accepter leur traitement, à supporter les soins et même contribuer à leur mieux-être et leur guérison. Je ne dis pas que c'est un médicament, mais ça contribue énormément. Non, je crois qu'aujourd'hui, c'est très positif et c'est rassurant. Il y a des consciences dans les hôpitaux et auprès de ces blouses blanches qui s'ouvrent. Et je pense que c'était nécessaire et que ça apporte effectivement à ces gens qui sont
en traitement plus ou moins lourd, un peu de ciel bleu, un peu de bien-être. Oui, c'est vraiment une parenthèse comme on dit, la beauté n'est pas futile, enfin le parfum y compris, ça c'est un peu la devise du CEW. Et on peut s'évader vraiment avec peu de choses. D'ailleurs, aurais-tu une anecdote sur un de tes ateliers olfactifs, un souvenir de quelque chose qui était amusant, qui t'a ému? Alors ému, souvent. Il y a, quelquefois, les personnes, au moment où elles sentent une odeur, elles partent, mais elles décrivent comme un film. En disant, on a l'impression qu'elles sont somnambules ou qu'elles sont en état d'hypnose, je ne sais pas. Mais elles disent, ah oui, là, je suis dans le jardin de ma grand-mère, il y a le thé, ça sent la rose, il y a le jardin. Et c'est des conversations, oh là là, oui, je me souviens, mais qu'est-ce que c'était... qu'est-ce que c'était amusant, on rigolait et hop, c'est parti, c'est parti. Et il y en a une autre qui va dire ah ben moi, au contraire, moi je viens d'un pays oriental, donc pour moi la rose c'était autre chose, c'était la cuisine, c'était l'eau de rose, voilà. Et ça c'est la meilleure récompense. Je pense que ça nous fait autant de bien à nous qu'à elle. Et à la fin d'un atelier, il y a une personne un jour qui m'a dit quelque chose qui m'a frappée par la simplicité, qui m'a dit, mais en fait, avant, je connaissais les parfums, mais là, j'ai appris les odeurs. Ah oui, c'est joli ça. Voilà. Et c'est vrai, parce qu'on ne sent pas forcément que des bonnes odeurs. On peut sentir sur une thématique, par exemple, on peut sentir l'odeur du goudron, du brûlé, voilà, de l'asphalte. Oui, parce que ces ateliers olfactifs sont aussi faits pour permettre à leur mémoire de se souvenir de choses et qu'ils aillent mieux. Hein. Oui, enfin, ça n'a pas une vertu thérapeutique. C'est plus pour réveiller et éveiller des choses stimuler. qui ont été stimuler et faire du bien. C'est-à-dire que la mémoire olfactive, c'est la mémoire la plus profondément ancrée dans notre cerveau et elle est inaliénable. Donc ça réveille, elle passe pas par l'analyse et donc ça réveille à notre insu, c'est la fameuse Madeleine de Proust, des trucs ou des souvenirs, bons ou mauvais d'ailleurs. Oui. Et au moment où on s'y attend pas. Et au moment où on s'y attend pas. Et je trouve ça, il y a des personnes qui n'arrivent pas bien à sentir, par exemple, mais elles sont tellement prises par l'enthousiasme de celles qui sentent que à chaque fois elles disent oui, ça sent bon, ça sent la fleur, mais on sent qu'elles le disent avec beaucoup de bonheur pour s'intégrer. Et même si elles sentent pas, parce qu'il y a des personnes qui perdent ou qui n'ont presque plus d'odorat, eh bien, elles se prêtent au jeu et elles vont pas dire qu'elles sentent pas. Petit questionnaire perso. Oui. Est-ce que le parfum a une influence sur ton moral ? Ah mais totalement. Mais c'est comme ça en fait. En travaillant pour IFS sur les matières premières, en fait, il m'avait donné toutes les fioles des essences avec les pays. Par exemple, l'ylang-ylang de Madagascar, le jasmin d'Égypte, etc. Le vétiver d'Haïti, le vétiver de Java. Il fallait avec des odeurs différentes, parce que des terroirs différents. Des terroirs différents, les photos, les couleurs, les habits. C'est curieux, tout ça, ça s'harmonise avec l'odeur. C'est fou. Et moi, je faisais mes images, je construisais mes images et tout, avec toujours les odeurs. Je sentais les odeurs. Et au bout de la journée, j'étais dans un état euphorique. Enfin, j'étais bien, quoi. J'étais bien. J'ai fait des ateliers aussi d'olfactothérapie avec Patty Canac. C'est pour ça que je disais, pour moi, c'est une personne aussi que j'admire beaucoup. Ça, c'était au sein du CEW. Au CEW et puis aussi dans ses activités olfarome. Oui. Et j'ai vu l'influence du patchouli, du laurier noble. Voilà, c'est l'olfactothérapie, ça, c'est clair. Mais ne serait-ce que un parfum, par exemple le parfum Angel ou d'autres parfums que j'ai portés après, ça m'enveloppe, ça me protège. Et on lisait, nous, le courrier des consommatrices tout à fait, parce que ça, au bureau. C'est ce qu'elle a beaucoup développé. Hein, ça a été aussi une innovation. On sort du sentier, mais on était capable de pouvoir répondre presque personnellement aux lectrices. Et il n'y avait pas les bases de données digitales qu'il y a maintenant. Hein. C'était vraiment... Et ça venait de Clarins, Exactement. Monsieur Clarins, qui a toujours écouté, le fondateur, qui avait déjà fait ça. Mais on lui a piqué l'idée. Ben oui. C'est clair.
Quel est ton geste écolo? Ça va être horrible à dire, mais c'est le packaging. Alors que tu t'en es occupée. Mais justement, C'est pour la moi, rançon. le meilleur packaging, c'est celui qui n'existe pas. Enfin, Aujourd'hui, oui, on s'en préoccupait effectivement pas. oui, je réduis autrefois. sur l'emballage. Oui. Est-ce que tu as un geste anti-stress? Bah, la respiration. Et maintenant le petit sniff. Oui, tout à fait. Mais même sans le petit sniff, la respiration. Oui, effectivement. Alors, tu es curieuse et éclectique. Quelles sont tes autres nourritures pour la création, projet? Où vas-tu puiser? Ah, bah, beaucoup dans l'art contemporain, bien sûr. La nature végétale, mais ça, c'est encore assez évident. La musique. Oui. Plus classique que contemporaine ou jazz ou les deux? Ça évolue, bien sûr, avec le temps. J'étais beaucoup dans l'électro et techno, Oui, parce que c'est abstrait. oui. Et notamment sur toutes les illustrations olfactives, j'avais vraiment besoin de cette musique très abstraite, un peu irréelle, complètement électronique, qui faisait partir un peu dans un univers imaginaire. Qui t'embarquait. Voilà. Et petit à petit, effectivement, le jazz a beaucoup évolué aussi. Donc, il y a des mélanges qui se font entre l'électronique, le jazz et qui se mélangent un peu comme dans le culinaire, comme dans le parfum, Oui. comme dans tout. Donc ça m'intéresse beaucoup. Et il y a des groupes contemporains de jazz que j'aime beaucoup. Comme Et- lesquels, par exemple? Il y a un groupe qui s'appelle Gogo Penguins. Ce Oui. sont des Anglais. Après, je suis entourée dans ma famille. J'ai des jeunes musiciens. Oui. Il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle Voyageur Fort, Uh-huh. qui est inspiré par les réflexions d'Einstein. D'accord. Et C'est tout ça amusant. très poétique. Ah ben oui, Voilà. oui. Ils sont pas très connus. Ils viennent Non. de faire une grande tournée à Bali, mais sur Oui. leur Instagram, on peut les voir et écouter. Oui. Et c'est planant, en fait. D'accord. J'ai une sorte de Pink Floyd en jazz. Oui. Peut-être s'ils m'entendent, ils vont hurler, mais moi, c'est l'effet que ça me fait. Et ça me nourrit beaucoup. D'accord. Et en techno, tu as des noms à nous donner? Alors, en techno, j'adore toujours, mais j'écoute un peu moins Laurent Garnier, Underworld, les ancêtres qui étaient Kraftwerk, et voilà. Et D'accord. après, dans le classique, j'écoute de plus en plus. J'adore Debussy. Mhm. Mais ma culture commence, elle n'est pas aussi... mais voilà. Pointu que Oui, dans oui. le jazz et la techno. Est-ce que tu offres souvent un cadeau parfumé? Mais ça m'arrive, oui, beaucoup. Pas forcément des petits sniffs. Oui, ah bah maintenant c'est Parce une que là, autre- c'est trop autre banal. chose. C'est trop banal. Mais quand je dis des cadeaux parfumés, ça peut être des épices. Mhm. Ça m'arrive souvent d'offrir des épices ou des plantes parfumées, oui, des produits de beauté parfumés. Bien sûr, bon, il y a les classiques, les bougies, les savons, les parfums Ouais. d'ambiance, mais par exemple, j'avais trouvé chez Marie-Pierre des bâtons des bâtons de vétiver, Oui. des petits fagots de vétiver. Mhm. Et c'est dans un petit coffret, c'est joli. Et j'en ai offert beaucoup parce que je trouve qu'on l'ouvre, on l'a, ça sent. Puis Voilà, on peut c'est- presque le mettre dans un tiroir. Et, Exactement. Et oui, j'aime bien. J'aime bien parce que c'est une façon un petit peu discrète de s'inviter dans Oui, le... dans l'intimité Dans de l'intimité, l'autre, voilà, dans parce que c'est l'univers de l'ordre de l'autre. l'intime, Ouais, de ouais. toucher plus intimement. Mhm. Voilà. D'accord. Alors, pour conclure, terminons sur une émotion gustative. Donc, place à la note gourmande. Donc, je t'avais demandé de venir ou de penser à une recette ou un cocktail et que tu nous expliques pourquoi tu l'aimes. Alors, celui que j'ai choisi justement pour aujourd'hui, c'est quelque chose que je déguste pas souvent. C'est Oui. un dessert arménien de Noël qui s'appelle, en arménien on dit anouch aboul. Ça veut dire anouch, ça veut dire sucré, aboul, Oui. c'est la soupe. En fait, c'est D'accord. une sorte de pudding un peu Liquide. oui, un peu mou. Et j'aime bien parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients qui dégagent des parfums, mais c'est très long à faire. Mhm. C'est pas compliqué, Non. mais ça prend du temps. Et pour moi, c'est aussi, voilà, c'est le rituel aussi de la cuisine, de cette culture orientale qui est aujourd'hui, enfin bon, qui a le temps de faire ça? Parce qu'il faut
c'est à base de blé Oui. qu'on laisse tremper dans l'eau au moins 12 heures Mhm. et qu'on écume parce que l'eau fait une petite mousse à la surface et qu'après on fait bouillir, je ne sais plus combien de temps exactement, j'en fais pas tous les 4 matins, et on fait bouillir aussi plein de fruits, des abricots, des raisins, des noix, plein de fruits, des dattes peut-être, et plein de fruits. Et après, on rajoute du sucre, on mélange Oui. et on verse dans une assiette pour attendre que ça géfie. On met de l'eau de rose justement dedans. Oui. Et donc le blé, en étant porté à l'ébullition, il dégage cette sorte de matière un peu gluante. Oui, c'est comme une bouillie en fait. Voilà, un peu comme Oui. l'eau du riz en fait, Oui. qui est un peu gluante. Donc évidemment, tout devient mou et un peu gélatineux, un peu collant, avec l'eau de rose et les noix qui donnent un petit côté un peu croquant aussi, les abricots, le petit côté acide, l'eau de rose j'ai déjà dit, et après on met de la cannelle. D'accord. Et donc c'est en même temps sucré, moelleux, et en même temps frais avec la rose et l'abricot. Donc c'est un des desserts de Noël. Oui, c'est le dessert emblématique de Noël, en fait. Et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, ils trouvent ça... l'aspect n'est pas forcément ragoûtant. Mais ça fait comme un truc un peu transparent, couleur méduse, avec des fruits dedans, quoi. Mais il ne faut pas y penser. Mais c'est bon, moi, j'adore ça. C'est un peu ta Madeleine de Proust. Un peu exactement, oui. D'accord, écoute, merci beaucoup. Mais merci Bettina. Merci Valérie pour ton enthousiasme et ton engagement pour le parfum. Tu nous as embarqués dans les coulisses du petit sniff et fait partager les premiers pas de ce nouveau doudou olfactif au cœur des marques de parfums qui ont joué le jeu et t'ont fait confiance. Si vous avez aimé, abonnez-vous à Tatou Senti sur iTunes ou SoundCloud. Et laissez-nous un commentaire ou une note, surtout un 5 étoiles. Tatou Senti adore et cela lui fait du bien.